J'ai 37 ans, ça fait 20 ans que je me forme à l'écriture. Quand je dis ça fait 20 ans, c'est-à-dire que depuis que j'ai environ 15, 16, 17 ans, j'écris de la fiction en essayant d'écrire de la bonne fiction et en me confrontant à des murs, techniques, pendant longtemps parce que j'essayais de faire quelque chose pour lequel je n'étais pas formée. C'est-à-dire écrire une intrigue intéressante, créer des personnages intéressants. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Julie Fuster, je suis, écrivaine de fiction, je suis l'autrice de La femme coupée en deux, publiée aux éditions du Cartanier et je suis formatrice en écriture de fiction, en creative writing, donc toutes les techniques qui sont associées à l'écriture de fiction et en particulier, au roman et je travaille aux Artisans de la fiction, à Lyon. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture? Comment je me suis formée à l'écriture? J'ai 37 ans, ça fait 20 ans que je me forme à l'écriture. Quand je dis ça fait 20 ans, c'est-à-dire que depuis que j'ai environ 15, 16, 17 ans, j'écris de la fiction en essayant d'écrire de la bonne fiction et en me confrontant à des murs, techniques, pendant longtemps parce que j'essayais de faire quelque chose pour lequel je n'étais pas formée. C'est-à-dire écrire une intrigue intéressante, créer des personnages intéressants et savoir, simplement, qu'est-ce que c'est que lancer une histoire, donc un acte 1. Qu'est-ce que c'est que vraiment raconter une histoire et immerger le lecteur dans une action intéressante, créer des, retournements de situation ou des revirements dans l'intrigue et puis générer une sensation de soulagement de fin, donc un acte 3. Ça, je ne savais pas du tout conscience que ça existait. Pendant longtemps, j'ai essayé d'écrire de la fiction à l'instinct. Alors j'avais des idées, de thèmes, j'avais parfois des idées de personnages. D'ailleurs, ce qui est rigolo quand on revient sur le passé, c'est qu'on se rend compte que les thèmes sont toujours des thèmes qui m'intéressent et les personnages ressemblent beaucoup à ceux que je traite, en ce moment. Donc ces choses-là existaient déjà. Mais par contre, je me suis formée, techniquement pour apprendre à raconter une histoire, à la fois d'un point de vue dramaturgique, c'est-à-dire le scénario, comment on fait évoluer une intrigue, comment on fait évoluer un personnage, comment on écrit des scènes, comment on fait un maillage de scènes. Et puis aussi, comment on écrit des bonnes scènes. Une fois qu'on a des scènes, une idée de scène, c'est super, mais si on ne sait pas, bien faire parler les personnages, c'est-à-dire à leur faire des dialogues intéressants, d'écrire de manière puissante, simplement même créer une action qui est compréhensible par un lecteur qui est extérieur à soi, hein. Le personnage agit, il faut bien que le lecteur puisse comprendre comment le personnage agit. Ça, je l'ai appris de manière très classique. Alors, je l'ai notamment appris, principalement appris, aux Artisans de la fiction, où maintenant je suis formatrice. J'ai été élève dans cette, école d'écriture, lyonnaise et j'ai fait mes classes, en réalité, pour apprendre, des techniques de base. Au début, j'avais les techniques de base, j'avais l'impression d'être la reine du monde parce que j'avais les bases. En réalité, quand on a les bases, on a juste les bases pour pas être incompréhensible. On n'a pas les bases pour écrire un bon roman. Donc j'ai essayé d'approfondir ces bases-là, en m'entraînant beaucoup et puis en faisant ce que je vous ai décrit tout à l'heure, en allant voir les auteurs et les autrices que j'aimais, comment eux faisaient. Parce que la technique, c'est une chose, mais savoir bien la manier et la manier de manière, je veux dire, cohérente par rapport à l'histoire qu'on veut raconter, ça peut se faire de mille et une manières. En réalité, aux Artisans de la fiction, j'ai appris le solfège. Ça ne m'a pas permis de pondre une symphonie. J'ai simplement appris le solfège. Et après, j'ai pratiqué mon instrument, j'ai pratiqué les différents types de chants, de musique qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est que, je sais pas, de la pop music? Qu'est-ce que c'est qu'une symphonie? Je me suis entraînée sur différents genres littéraires, je me suis entraînée sur différents formats, la nouvelle, le roman. Et au bout d'un moment, je maîtrisais suffisamment mon outil d'écriture, mes techniques pour pouvoir, raconter, un roman. Mais je me suis, voilà, à la fois une formation classique et en même temps beaucoup, beaucoup de lecture et de lecture, analytique, en regardant comment c'est fait. Pensez-vous que l'on puisse enseigner l'écriture? Alors moi, je suis formatrice de fiction depuis environ 6 ans et par ailleurs, c'est aussi une des choses qui m'a permis de mieux maîtriser mes techniques de fiction. Parce que passer beaucoup d'heures, comme je le fais, à expliquer, à différents élèves de différents niveaux comment améliorer leurs histoires, comment améliorer leurs dialogues, comment améliorer les thèmes de leurs histoires, le rendre plus précis, plus intéressant, comment corriger des scénarios. Ça permet de développer une capacité à repérer des failles dans une histoire et surtout des failles dans lesquelles on tombe très régulièrement. J'ai envie de dire les gros sabots.
Donc faire beaucoup de corrections de manuscrits qui ne sont pas les siens, c'est un vrai booster pour, maîtriser mieux les techniques d'écriture. Oui, on peut enseigner l'écriture de fiction absolument, ou même on devrait plus le faire, à mon sens, pas que dans le secteur privé, mais aussi, à l'éducation nationale. Je pense que ça serait tout à fait bienvenu si, en parallèle de ce qu'on fait déjà, qui est de l'analyse critique, de l'analyse esthétique, de l'analyse historique de grands textes de la littérature française et étrangère, ce qu'on fait très bien dans l'éducation nationale, si en parallèle de ça, on donnait les techniques aux élèves pour bien raconter des histoires, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une structure, d'intrigue, comment on immerge un lecteur dans une situation, comment faire vivre une scène, comment écrire un bon dialogue, et cetera. Je pense que ça donne des armes pour déjà se raconter mieux à soi sa propre histoire, donc être plus libre dans la façon dont on se raconte les choses. Puis après, dans l'application dans la vie professionnelle, on le sait, c'est absolument nécessaire que de bien savoir pitcher, je sais pas, un projet, dans, l'ingénierie ou dans le marketing. Enfin, ce sont des vraies armes en réalité. Donc oui, on peut enseigner, des bases d'écriture, on peut expliquer aux gens comment une histoire se construit et se raconte. Après, on ne peut pas enseigner la passion qui est nécessaire pour passer autant de temps à s'entraîner. Écrire une bonne histoire, là, je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que je fais quasiment que ça de ma vie. Enseigner l'écriture et écrire. Donc ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain et d'autant plus que je ne considère pas du tout à l'heure actuelle que je maîtrise tout et que je le fais super bien. Vraiment pas. Je pense et j'espère que je suis au début de ma carrière d'autrice de fiction et que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais bon, 20 ans, c'est quand même pas rien, et je pense que pour réussir à tenir sur la longueur, il faut aimer ça. Et aimer, le travail, que nécessite l'écriture de fiction et aimer la fiction, ça, je suis pas sûre que c'est possible de l'enseigner. J'espère, on peut inciter les gens à lire, leur donner envie en donnant l'exemple, mais enseigner ça, difficile. Si vous deviez recommander un livre de technique narrative? Un seul, c'est difficile parce que ça va donner l'impression que c'est la Bible qu'il faut potasser et ne pas aller voir ailleurs, alors qu'en réalité, ce que je pense, c'est qu'il faut lire beaucoup de livres de techniques très différents pour voir comment les différents auteurs vont manipuler différemment les mêmes concepts. Heu, je pourrais très bien vous dire Anatomie du scénario de Truby, ou même, le livre de Klinkenborg sur comment créer une phrase, ou même les livres de Weiland qui sont des trésors de pédagogie, mais je voudrais pas qu'un livre ait l'air d'une bible. À mon avis, si on veut se former en fiction, il faut lire beaucoup de livres de technique, essayer de mettre en application, voilà. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour les livres de Weiland, de Kelly Weiland, qui est une autrice de fiction de fantasy et qui est une formatrice en écriture de fiction aussi, qui est nord-américaine et qui est, extrêmement forte pour expliquer, la structure d'une intrigue, le développement des personnages, de manière, très humaine, en même temps avec des applications particulièrement concrètes et avec des exemples qui sont issus de domaines très différents. On va avoir des exemples issus de la littérature classique américaine, on va avoir des exemples issus de la littérature contemporaine, on va avoir des exemples issus des films anciens, récents, pour montrer qu'une technique, ça ne circonscrit pas un genre littéraire ou un élément, mais que vraiment ça concerne les histoires dans le global. C'est ça. La maison d'édition vous a-t-elle fait retravailler? Alors le travail avec mon éditrice qui s'appelle Alexis Morin et qui est une éditrice, au Cartanier, donc qui est une maison d'édition québécoise. Ce travail, il est arrivé très tôt dans la conception du livre parce que quand je suis rentrée en contact avec le Cartanier, au départ, c'était pour espérer publier chez eux un recueil de nouvelles que j'avais écrit. Et en discutant avec, Alexis qui avait lu ce recueil de nouvelles, on est convenus que ce serait intéressant, et stimulant de finalement pas publier ce recueil-là, mais de partir à zéro sur un projet, et le travailler, j'allais dire ensemble. C'est principalement mon projet, mais elle a été très présente à différents stades de la création, puis ensuite de l'écriture. Donc on va dire que ça s'est passé plus ou moins de cette manière. Je lui proposais un jet de la meilleure histoire possible que je pouvais faire à ce moment-là. C'est-à-dire, au début, c'était la meilleure histoire possible, ça ne veut pas dire que c'était bien. Ça veut dire que c'était le mieux que je pouvais
proposer à quelqu'un à ce moment-là, vu l'état de mes connaissances de mon personnage, vu la vision que j'avais de l'histoire et ensuite on en discuter. Je pense qu'on a eu plusieurs conversations tous les 6-8 mois pour, garder ce qui marchait bien dans l'histoire et réfléchir à ce qui ne marchait pas. Alexis Morin est une excellente éditrice dans le sens où jamais, elle va être violente avec son autrice. En tout cas avec moi, elle n'a jamais été violente et plutôt que me dire: Ça marche pas, il faut enlever», elle m'a dit: «Parle-moi de ça». Par exemple, dans les premières versions, il y avait déjà cette question de la première personne qui fonctionnait pas. On a vite convenu que ça serait intéressant d'essayer autre chose et incroyable, autre chose marchait mieux. Et puis aussi, dans les premières versions, le réseau de personnages était très peu développé. C'était beaucoup Louise qui se regardait vivre et qui se regardait vivre aussi dans sa relation avec Tony, donc son intérêt amoureux. Hem, Très rapidement, Alexis m'a proposé de lui parler de Nadia, donc de la mère de Louise. Et c'est en discutant avec elle des différentes classes sociales dont proviennent Nadia et Louise, leurs différents rapports à l'art, de leurs différents rapports au féminisme. Les deux ont une vision du féminisme quasiment contradictoire. C'est là que je me suis rendu compte que le personnage de Louise devenait beaucoup plus intéressant parce qu'il était mis en miroir déformant par rapport à sa mère Nadia. Donc, ça a été beaucoup de conversations longues sur les personnages, sur l'intrigue. Alexis me posait beaucoup de questions, pour comprendre et que je puisse formuler moi la comment fonctionnent mes personnages. Donc ça, a vraiment été une bonne partie du travail et après, le travail avec Alexis Morin, donc mon éditrice, mais aussi les autres personnels du Cartanier, donc Éric de la Rochelière qui est le directeur des éditions du Cartanier et puis Marie Sor qui est, correctrice, relectrice. Heu, le roman est passé entre plusieurs mains pour vérifier qu'est-ce qui paraissait pas crédible, qu'est-ce qui ne paraissait pas compréhensible, qu'est-ce qui alourdissait le roman. Notamment, on a enlevé, tout le dernier chapitre, très récemment, et en effet, ça a allégé la fin, ça l'a rendue beaucoup plus, puissante et intéressante. Donc le roman est passé au sein de Cartanier entre plusieurs mains pour qu'on puisse, avoir différents regards, des regards aussi un peu plus frais parce qu'au bout de 5 ans, Alexis, Morin, elle avait, un regard aussi, fatigué que le mien sur l'intrigue. Parfois, on manque de recul et donc voilà, c'est comme ça que je travaille avec la maison d'édition. Comment travaillez-vous sur un roman? Ça, c'est une question, très vaste. J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire, il y a eu plusieurs étapes extrêmement claires. D'abord travailler la thématique, ensuite travailler la structure et enfin, travailler l'écriture, le style. J'adorerais. Malheureusement, quand on travaille de la fiction, les choses sont pas aussi ordonnées. Donc, d'abord, j'avais une idée très claire de mon personnage principal, enfin très claire, j'avais une idée de mon personnage principal. Je savais qu'elle s'appellerait Louise, je savais qu'elle serait très angoissée. Le point de départ du roman, de mon envie d'écrire ce roman, c'était que j'avais envie de montrer un personnage féminin, dont les perceptions, intellectuelles seraient, bouleversées par, son angoisse et par ses émotions. Et donc j'ai travaillé mon roman d'abord en créant des scènes où je voyais mon personnage évoluer. Déjà pour bien connaître mon personnage. Mais je n'avais pas vraiment d'idée de l'intrigue à proprement parler. Et d'ailleurs, au tout début, dans les premières versions du roman, le personnage de Louise était une comptable parce que j'avais vraiment très envie qu'elle incarne un côté, extrêmement calculateur, raisonné, rationnel. Et ensuite, au fur et à mesure des versions, elle a changé de profession. Donc vraiment, les premiers temps, pour moi, ça a été de découvrir mon personnage principal et plus je le découvrais, plus l'intrigue a commencé à se dessiner. Et une fois que j'ai commencé à avoir des idées d'intrigue je voulais l'envoyer dans un pays étranger, je voulais vraiment la sortir de ses habitudes pour voir comment elle réagissait. Là, j'ai vraiment commencé à construire une intrigue à proprement parler. Alors je me suis beaucoup basée sur une intrigue très archétypale, très classique, qu'on retrouve beaucoup dans les fictions, d'hier et d'aujourd'hui, qui est une intrigue qui s'appelle, Voyage et retour. Alors il se trouve que je me suis principalement consolidée sur la notion de voyage pour sortir le personnage de ses habitudes et j'ai construit à partir de ça. Et après dans les phases finales du roman, j'ai évidemment beaucoup plus concentré mon travail sur l'écriture, la narration, hem, le travail des scènes, le maillage des scènes, la beauté, du texte. Mais il faut quand même garder en tête que quand on écrit de la fiction, c'est un permanent aller-retour entre travailler la structure de l'histoire et travailler le ton, travailler le style.
On est tout le temps en train de réaménager, de réajuster parce que quand on écrit, qu'on travaille le style, d'un coup, on redécouvre son personnage sous une autre dynamique, on trouve des nouvelles idées, on affine et puis donc on retouche nécessairement, l'intrigue et quand on travaille l'intrigue, ça a des effets sur le texte lui-même, sur la voix, du texte. Combien de versions avez-vous rédigées? Alors je me suis beaucoup posé la question en préparant cette interview sur combien de versions il y avait eu pour arriver à la version finale de La femme coupée en 2 et j'en ai compté environ 5, sachant qu'il m'a fallu, un peu plus de 5 ans pour écrire ce roman. On arrive plus ou moins à une version par an, pour ce roman. Au départ, j'avais comme modèle pour moi d'écriture, des romans d'Elena Ferrante. Alors pas celui qui est très, très connu, la quadrilogie napolitaine, mais plutôt ses romans de son début, en tant qu'écrivaine, L'amour harcelant, heu, même, Poupée volée, qui sont des romans plutôt courts. Même Poupée volée, c'est même quasiment une novella et moi j'étais convaincue que j'allais écrire une novella, dans les premières versions du roman et puis en fait, en poussant l'histoire, en développant les personnages, je me suis rendu compte qu'un des intérêts de l'histoire que je racontais, c'était qu'elle avait un pied, dans chaque pays, la France et l'Angleterre, qu'elle avait 2 personnages, qui se renvoyaient en miroir, Louise et Nadia, donc une fille et sa mère, et que pour donner l'ampleur à cette histoire-là, il fallait dépasser le cadre de la novella et donc écrire un roman à proprement parler. Donc tout ça, ouais, ça m'a pris, environ, 5 versions et j'ai envie de dire 5 versions qui ne se ressemblent pas. Après, il y a toutes les versions intermédiaires de on bouge un peu des trucs pour voir ce qu'on fait, on bouge des trucs parce qu'on sait pas trop quoi faire pendant 2-3 mois, on hésite, on n'a pas trop envie de s'y remettre, on n'a pas trop envie de repartir à zéro. Donc on fignole un peu avec soi-même, mais ouais, 5 vraiment bonnes versions différentes. Avez-vous construit l'arc transformationnel de votre protagoniste? Est-ce que j'ai construit l'arc de mon protagoniste? Oui, et c'est arrivé très tôt dans l'intrigue et je l'ai surtout beaucoup revu. Comme je le disais, moi, mon point de départ pour ce roman, c'était de montrer un personnage rationnel dont la rationalité va te mettre mise à l'épreuve par des événements, et par sa réaction émotionnelle. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment un personnage qui se croit très rationnel, très les pieds sur terre, hem avec une vision de l'art extrêmement, classicisante et avec un mépris, pour toutes les autres personnes qui pourraient, faire de l'art d'une manière différente qu'elle ou envisager l'art d'une autre manière qu'elle. Comment ce personnage, très immature en réalité, allait voir ces vérités, qu'elle croyait indubitables, qu'elle croyait indéboulonnables, être remises en question. Donc ses vérités sur l'art, ses vérités aussi sur sa vision de sa mère. Elle était convaincue que sa mère était, un personnage égoïste, qui l'a abandonnée, qui a utilisé ses souvenirs et c'est assez vrai, mais c'est pas du tout toute la vérité. En tout cas, ça n'est pas la vérité, telle que, Nadia, sa mère, la voit. Donc c'est un personnage qui est obligé d'évoluer. Si on veut que l'histoire soit intéressante, on peut pas la laisser dans son état d'immaturité, de jugement permanent. Donc l'intrigue, de toute façon, était dépendante de l'arc du personnage. Donc je l'ai travaillé très tôt et surtout je l'ai beaucoup retravaillé, beaucoup changé, ma façon de faire évoluer, Louise. Un protagoniste doit-il avoir des failles? C'est très important que la protagoniste ait des failles. Ça fait peur, en tant qu'autrice, de créer un personnage qui, dans toute la bonne première partie, j'ai envie de dire toute la bonne moitié du roman, cette protagoniste, elle n'est principalement que faille. Elle est, finalement très jugeante, elle juge beaucoup les autres, elle se juge beaucoup elle-même, mais elle n'hésite pas à juger les autres de manière très cruelle. Elle est très, sûre d'elle comme on est sûr de soi quand on est adolescent, c'est-à-dire avec des vérités, avec des clichés sur la vie. Ce qui est très intéressant ce pourquoi on est obligé de créer un personnage qui à la base a des failles, c'est parce que de un, c'est ce qui va nous permettre de faire transformer ce personnage, lui donner toute la latitude pour se remettre en question, avoir des prises de conscience et changer. Et puis de 2, parce que même si ça en fait un personnage assez antipathique, pour le regard du lecteur qui va être tenté lui aussi de juger le personnage, finalement, je suis convaincue qu'un personnage qui a des failles, c'est un personnage dans lequel le lecteur et notamment la lectrice va se retrouver. Parce en tant que lecteur, on sait qu'on a des défauts.
On sait, on a un pressentiment de sa propre immaturité, on sait très bien qu'on juge les autres, on sait très bien qu'on n'est pas parfait et finalement, avoir ce miroir de soi dans un personnage, c'est séduisant. Ça peut être séduisant parce que ça nous donne des informations sur comment nous, on va pouvoir évoluer dans la vie. Ça, c'est rassurant. Mais je pense qu'il y a aussi un petit côté voyeur chez le lecteur, chez la lectrice, qui est aussi ravi de voir que les autres sont pas aussi parfaits qu'on se l'imagine. Hein, on connaît ses propres défauts, on s'imagine toujours que les autres, réussissent mieux, y arrivent mieux, savent mieux ce qu'ils font dans la vie, ont plus sous contrôle et le personnage de Louise est très fort pour faire croire qu'elle a sous contrôle, là, avec son chignon, et sa jupe impeccable et ça peut être, je pense, aussi très plaisant pour une lectrice de se rendre compte qu'un personnage impeccable en apparence est en réalité, plein de doutes et plein d'angoisse. Une histoire a-t-elle besoin d'antagonistes? Est-ce que c'est important de créer des antagonistes dans une histoire? Je pense que oui, absolument. Un personnage dans une intrigue, il va se confronter à lui-même, à ses défauts. Là, sur un personnage comme Louise, d'autant plus à ses angoisses. Mais un personnage n'évolue pas dans un monde vide où il ne se confronte à personne, il se confronte à autrui. Il se confronte, à ses collègues, il se confronte, à des personnes qui ont le même désir que lui, et dans le cas de Louise, il se confronte à quelqu'un qui veut son bien, mais qui n'a pas du tout la même vision qu'elle de ce qu'est le bien. Le personnage de Louise, pendant, toute la première partie du roman, elle est convaincue que sa mère est son principal antagoniste, qu'elle lui a volé un souvenir et que sa mère a fait sa carrière, sa grande carrière de dramaturge, heu, grâce au vol de ce souvenir-là. Et puis l'histoire va avancer et Louise va progressivement se rendre compte que, celle qu'elle a pensée être son antagoniste était probablement quelqu'un qui cherchait à être son allié et que, les véritables antagonistes sont peut-être, à chercher, ailleurs et je ne dévoile, pas trop. Comment construisez-vous un chapitre? Comment j'ai construit mes chapitres? C'est arrivé tard. C'est arrivé tard dans l'écriture, du roman. J'ai surtout, au départ, découpé par scène, dans mon scénario. J'ai découpé par scène en travaillant principalement les scènes que je voulais absolument écrire parce qu'elles me paraissaient très fortes. La rencontre, par exemple, le premier chapitre, c'est la dernière fois que, Louise et sa mère se voient physiquement. Ça me paraissait évident qu'il fallait faire une scène très développée là-dessus. Ça me paraissait aussi très important de développer la première rencontre entre Louise et Tony, qui est un semblant d'intérêt amoureux et plutôt une sorte d'émanation de son esprit malade. Donc j'ai surtout construit des scènes fortes et après j'ai travaillé, les transitions, qui peuvent être des scènes un petit peu moins fortes ou même simplement des résumés narratifs et le découpage s'est fait en regardant un petit peu la dynamique du roman. Ça paraît très théorique dit comme ça, dans les faits, c'est beaucoup plus organique, mais il y a un moment où une scène, on sent qu'elle a besoin de s'arrêter et on a besoin de passer à une autre phase de l'histoire, peut-être à une scène plus légère ou peut-être à une scène plus intense ou peut-être à une scène plus réflexive ou peut-être à un moment plus poétique et donc mes chapitres ont suivi cette espèce d'effet organique-là. Ouais, c'est comme ça que j'ai construit mes chapitres. Comment avez-vous travaillé le maillage des scènes? J'ai construit le maillage des scènes en m'inspirant beaucoup, enfin quand je dis en m'inspirant, c'est plutôt en étudiant beaucoup, 2 grands modèles d'écriture que sont pour moi Charles Simon, qui est un auteur américain qui est décédé maintenant, qui est notamment l'auteur d'un roman qui s'appelle Locataire de l'été, qui pour moi est un chef-d'œuvre, de fiction. Et puis comme je le disais tout à l'heure, l'autre grand modèle de narration pour moi, c'est Elena Ferrante et là, c'est le Elena Ferrante de tous les romans. Je trouve qu'elle est brillante dans son écriture, dans tous ses romans, bien que son écriture évolue de roman en roman. Pour, tout ce qui est, les scènes très actives, tout ce qui est aussi la réflexion, des personnages, les moments plus introspectifs, je me suis vraiment basée sur, Charles Simons qui le fait de manière, à la fois très dynamique et en même temps assez poétique. Pour tout ce qui est, le travail sur la remémoration du passé, qui a vraiment une importance dans ce roman, à la fois, par l'évocation du journal intime de Louise ou par les souvenirs qu'elle a. Là, je me suis beaucoup basée sur le maillage de scènes que Elena Ferrante, fait dans sa quadrilogie napolitaine. Dans la quadrilogie napolitaine de Ferrante, il y a une intrigue qui avance, dans la chronologie, dans le temps, mais les événements renvoient toujours à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance
et dans l'adolescence de la protagoniste. Et pour y arriver, sans à chaque fois passer par un peu le côté très automatique et un peu trop cinématographique qui fonctionne pas hyper bien en roman, qui est le flashback, j'ai beaucoup étudié comment Elena Ferrante faisait. Très, très concrètement, ça veut dire prendre un passage où Elena Ferrante fait des références au passé, passer 1 heure pour moi, ou peut-être 1 heure, j'exagère, une demi-heure pour moi à recopier mot par mot des pages d'Elena Ferrante où elle est en train d'appliquer la technique que j'essaye de faire pour voir très concrètement dans l'écriture comment ça fait, et puis pour me mettre dans une sorte de dynamique, m'imprégner de cette dynamique-là. Et après, on va dire transposer, une fois plus ça paraît très, très, très cuisine, mais les choses se font de manière un peu plus organique une fois qu'on est devant son écran, mais essayer de transposer ça dans la scène en question ou dans le passage du roman en question. Puis je tiens aussi à dire, puisqu'on parle de modèles et de copie en réalité, je suis allée piocher dans différents auteurs-autrices dont j'aime l'écriture, différentes techniques d'écriture. Pas uniquement que pour le maillage de scène. Par exemple, je suis fascinée, mais je pense que je suis pas la seule, par la façon que Sally Rooney, qui est une autrice irlandaise actuelle, par sa façon d'écrire des dialogues. Et je pense qu'elle vraiment, elle écrit très bien des dialogues. Les personnages parviennent à évoquer des thèmes profonds de manière intéressante et très incarnée. Et donc j'ai fait pareil. Quand j'avais des dialogues qui me paraissaient importants, je suis allée recopier des dialogues de Sally Rooney à la main. Donc je prends sa page, je recopie à la main ce qu'elle a écrit elle, et après j'essaie de recopier finalement le même rythme ou reprendre un petit peu le même enchaînement de description d'action ou le même enchaînement de réplique-action que elle. Alors forcément ça se fait à ma sauce avec mon intrigue à moi, mon rythme à moi, donc c'est pas du plagiat de Sally Rooney, mais j'ai aucun scrupule à apprendre de mes pairs et à apprendre de mes mentors. À mon sens, en fiction, c'est comme ça qu'on apprend et comme ça qu'on avance. Faut-il lire pour écrire? Il faut beaucoup lire pour écrire, il faut beaucoup lire, de 2 manières, je dirais. Il faut lire par plaisir, en lisant vraiment tout. C'est-à-dire des magazines, du documentaire, du récit de soi, des romans classiques, pour vraiment imprégner les mille et une façons de bien raconter une histoire. Mais s'en imprégner par le plaisir, par la joie de s'immerger dans un thème ou dans une intrigue. Et puis il faut lire comme un écrivain, dans un second temps, c'est-à-dire reprendre des récits qu'on a aimés, que ce soit des récits documentaires ou de la fiction, et regarder comment c'est fait. Alors ça peut être regarder la structure, ça peut être regarder ces maillages de scène comme je l'ai fait pour Elena Ferrante dans la quadrilogie napolitaine, ça peut être regarder comment du dialogue est fait comme chez Sally Rooney, ça peut être regarder comment Charles Symons nomme ses chapitres. Alors j'ai essayé de faire la même chose, ça a tellement été un échec que mon éditrice a préféré supprimer les titres des chapitres. Mais j'en suis la seule responsable, hein. J'ai vraiment fait de la copie de mauvaise de Charles Symons sur mon titrage de chapitre, et il s'avère que le roman vit beaucoup mieux sa vie sans un titrage de chapitre à chaque fois. On est moins perturbé par le titre de chapitre. Donc je ne suis pas Charles Symons, à mon plus grand désespoir, mais j'ai beaucoup appris en tout cas, et j'ai beaucoup avancé dans mon écriture en étudiant ce qu'il faisait. Comment travaillez-vous vos descriptions? Comment j'ai travaillé mes descriptions? En 2 temps, je pense, parce que les premières versions du roman, au moins la grande première version du roman, était écrite à la première personne, dans la vision de Louise, dans le point de vue de Louise. Parce que je voulais faire Poupée volée de Elena Ferrante, et il est écrit à la première personne, donc je voulais faire exactement la même chose. Et puis comme mon ambition était de beaucoup écrire sur l'angoisse et sur la façon dont l'angoisse modifie les perceptions, je me disais: «J'ai pas d'autre choix que d'écrire à la première personne». Il se trouve qu'avec un personnage comme Louise qui est extrêmement dans le jugement, extrêmement angoissée, un personnage à la première personne avec ces caractéristiques-là devient vite insupportable, et surtout on n'a pas du tout le recul pour comprendre que c'est un personnage, qui va évoluer, et qui est critiquable. Ça donnait l'impression que j'étais au premier degré en train de juger les autres, moi en tant qu'autrice Julie Fuster, et mon personnage paraissait très plat, et on n'avait pas ce recul pour avoir conscience de son immaturité. Cela dit, ça m'a beaucoup permis d'écrire à la première personne, de comprendre la façon dont Louise perçoit les choses. Quel est son filtre sur la réalité? Et du coup, quand je suis passée à la troisième personne, j'ai pu conserver dans les descriptions son filtre à elle, qui est un filtre
qui consiste en regarder si les gens sont bourgeois, pas bourgeois, s'ils ont les bonnes manières, pas les bonnes manières, si ce sont des artistes inspirés, ce qu'elle déteste, ou vraiment des charbonneurs, des intellectuels, ce qu'elle adore. Donc elle passe tout le monde à ce filtre-là, euh, et c'est comme ça que j'ai notamment travaillé les descriptions du point de vue de Louise. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Alors mes conseils à une apprentie autrice, va y en avoir plusieurs. Évidemment de se former le plus sérieusement possible et le plus tôt possible, parce que l'apprentissage de l'écriture de fiction est un apprentissage très long. Donc se former, ça peut se faire aux artisans de la fiction, là où j'enseigne, mais ça peut se faire d'autres manières, en lisant des bouquins de technique, en suivant des séminaires, en rejoignant des groupes Discord où les gens, vont partager des techniques. Enfin, je pense pas qu'il y ait une seule manière de se former, mais se former. Se former classiquement, faire ses classes, le plus tôt possible. Ça, c'est certain que c'est un conseil sur lequel je vais éviter de déroger. Lire énormément, lire de tout. Ça me paraît essentiel, ne jamais arrêter de lire. Et puis, ça, c'est un conseil, je ne sais pas s'il est très joyeux et je ne sais pas s'il est très plaisant à entendre, mais se demander si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et se le demander sérieusement. Parce que l'écriture de fiction, c'est très exigeant, c'est très fatigant, ça flatte pas beaucoup l'ego, c'est-à-dire qu'on va beaucoup trimer pour beaucoup recevoir de rejet ou de désintérêt. Faut vraiment aimer ça très profondément, ou j'aurais plutôt même tendance à dire, faut être un peu pathologiquement incapable de faire autre chose. Parce qu'en fait, sinon il y a d'autres trucs j'allais pas dire plus intéressants à faire dans la vie, c'est pas vrai, parce que c'est vraiment, à mon sens, le truc le plus intéressant à faire, c'est de la fiction. Il y a des trucs beaucoup plus confortables à faire. Et parfois, là, c'est un peu la formatrice qui va parler, quand je vois certains de mes élèves, pas tous évidemment, et c'est plutôt une minorité, quand je vois des élèves souffler parce qu'il faut qu'ils lisent tel bouquin ou qu'il faut qu'ils essayent de reproduire telle intrigue et que ça a l'air d'être hyper désagréable pour eux, souvent je me dis, mais vous n'êtes pas obligé de vous imposer ça. Si ça vous fait pas plaisir, que ça vous excite pas intellectuellement ou excite pas même simplement dans votre vie, faites autre chose. Vraiment, il y a des trucs beaucoup plus alors, rentable, ça c'est certain, à faire dans la vie, mais même peut-être beaucoup plus joyeux, ouais. Je pense que pour écrire de la fiction, passer autant de temps, il faut être un peu pathologiquement incapable de faire autre chose. C'est un peu triste à dire, mais souvent quand je regarde autour de moi les autres auteurs que je connais, ça veut pas dire qu'ils sont malheureux, hein, mais je vois que c'est des gens qui ont ce profil-là. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? À quoi servent les histoires? À se sentir moins seul, à se sentir moins seul avec, ses propres défauts, ses propres difficultés, ses propres échecs, relationnels, professionnels, et cetera. À voir comment font les autres, comment ils se débrouillent avec des soucis, similaires aux siens ou davantage, enfin plus impressionnants que les siens, plus difficiles que les siens. Je veux dire, quand je regarde Frodon Sake, lutter pour réussir à aller mettre, l'anneau de Sauron dans les flammes du Mordor, je pense qu'il a des problèmes plus grands que les miens, dans la vie. D'autant plus que lui, s'il se loupe, c'est, les forces du mal vont détruire, les pays civilisés et les populations civilisées, donc les conséquences de ses actes sont quand même plus importantes que les miennes. Moi, je n'ai pas à supporter ce poids-là dans ma vie de tous les jours. Donc c'est intéressant aussi de se projeter dans des destinées qui sont plus impressionnantes que la sienne. Ça apprend des choses sur soi, ça apprend des choses sur les relations avec les autres, et ça apprend aussi beaucoup, et ça je l'ai découvert récemment, qu'il y a des stades psychiques dans la vie et qu'il faut les embrasser. Il y a le stade de l'enfance, évidemment, le stade de l'adolescence, le stade des jeunes adultes, le stade de l'adulte et les stades où on va dire qu'on va être un sage. Et à chacun des stades de la vie, il y a des enjeux. Il y a des choses qu'on doit combattre et des prises de conscience qu'on doit faire. Et je pense que la narration, les histoires, qu'elles soient sous forme de romans, sous forme de films ou de séries, nous apprend à prendre conscience de ça. De quel stade on est, quelles sont les difficultés auxquelles on doit faire face et de manière normale et naturelle dans ce stade de la vie, et donner des indices sur comment y parvenir et pas s'effondrer ni physiquement ni psychiquement. Donc je pense que les histoires sont un besoin vital.
De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? Je pense qu'on a besoin d'espoir, notamment d'espoir écologique, d'histoires qui montrent des gens qui, ont, une vision aussi de ce que c'est que le bien, hem, pour pouvoir l'incarner, pouvoir nous donner de l'espoir alors que le futur quand même s'annonce sombre. Je pense aussi qu'on a besoin d'histoires, je prêche pour ma propre paroisse, on a des besoins d'histoires qui montrent des personnages qui doutent énormément et qui sont pas pétris de conviction, parce que je pense que le doute rend intelligent, et permet de mieux comprendre autrui qui éventuellement penserait différemment de soi et ça je pense qu'on en a beaucoup besoin, actuellement. D'histoires qui rassemblent, d'histoires qui donnent envie de faire du collectif et pas de replier chacun, dans son coin à forger sa propre petite destinée personnelle en ne s'intéressant pas à celle des autres. Oui, je pense que c'est ça. Il nous faut des histoires qui nous permettent de créer du collectif. Je suis pas sûre d'être la meilleure autrice pour créer. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Les écrivains menacés par les intelligences artificielles, non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'à terme, peut-être est-ce déjà le cas, mais je suis pas la plus grande prêtresse en ce qui concerne le futur et l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va y avoir cohabitation. Une cohabitation éventuellement qui même pourrait être saine. J'envisage cette possibilité entre des histoires qui seraient créées par l'intelligence artificielle et des histoires qui seraient créées par des humains. Personnellement, j'ai plutôt envie de lire des histoires écrites par des humains parce que j'ai besoin, dans l'histoire que je lis, de pouvoir projeter, l'humanité derrière, le besoin qui a été à l'origine de l'histoire. Ce que pourrait permettre l'intelligence artificielle, ça serait éventuellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ce qui est sûr, c'est que ça peut nous aider en tant qu'auteur, comme outil technique, pour, pitcher des idées, faire des tests, chercher des noms, pourquoi pas? Je pense que ça peut être un très bon outil pour un écrivain, au même titre que tous les écrivains et moi inclus, on va utiliser Google pour regarder comment, est fichue telle ville, par exemple Bristol ou Lyon. Est-ce que c'est possible d'aller de tel endroit à tel endroit, à pied, en une demi-heure? Je regarde sur Google Maps pour me rappeler si c'est possible ou non. Donc j'utilise déjà, internet beaucoup pour mes histoires et l'IA, pourquoi pas? Ce que je me disais que, l'IA pourrait apporter en parallèle des histoires que les êtres humains peuvent apporter, c'est que les êtres humains, ils ne peuvent pas s'adapter plus que ça à chaque individu, à chaque lecteur. Et je me dis que l'IA, à un moment ou un autre, je pense que pour l'instant c'est pas, possible, mais ça pourrait le devenir, on pourrait lui commander des histoires, mais je veux dire chacun individuellement. J'ai envie d'une histoire de Noël où il y a des personnages, africains, de telle région, de l'Afrique, avec telle, religion, qui soit une histoire qui se termine bien et qui mette en valeur le collectif. Ou alors je voudrais un autre type d'histoire et on pourrait peut-être commander comme ça des histoires, heu, individualisées telles des petits chocolats. Est-ce un pur délire de ma part? Je ne sais pas, mais je suis pas du tout inquiète pour l'avenir des écrivains, je pense qu'on peut cohabiter très sereinement avec la technologie.